Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin bref, comment ça peut aller, sachant qu'on est neuvième du championnat et que la descente se poursuit, journée après journée, mois après mois, année après année. Euh, J'avais fait un édito au mois d'août 2021. C'était parmi mes premiers éditos et j'avais dit quelque chose. Bon, après, je m'étais fait un peu incendier comme d'habitude, mais je commence à en avoir un petit peu l'habitude. Comme après mon édito sur Laurent Blanc, je disais qu'il était en échec, qu'il serait en échec, quoi qu'il arrive. Et j'avais fait un édito sur Peter Bosz à son arrivée en disant qu'il n'était pas sérieux dans son travail, qu'il arrivait bronzé et qu'il repartait en vacances. Je m'étais fait tailler Thomas aussi pendant un an. Avant quand même, il a fallu près d'un an et demi quand même pour que les gens, près d'un an pour que les gens ouvrent les yeux sur Peter Bosz, qui aujourd'hui se défausse d'ailleurs au passage sur les joueurs qui ne sont pas assez investis et qui sont les véritables patrons. Je crois qu'il se trompe dans son analyse, encore une fois, Peter Bosz, mais j'y reviendrai. Et là, j'avais dit en août 2021 une chose très simple. Merci Monsieur Aulas pour ces 34 années à la tête de l'Olympique Lyonnais. Merci beaucoup, on vous mettra une statue. Pour le travail formidable d'avoir pris un club en 1987 qui végétait en Ligue 2, en Division 2 à l'époque, et de l'avoir remonté très rapidement en Ligue 1, de l'avoir stabilisé dans les 10 premières places, plus de l'avoir fait remonter petit à petit, jusqu'à atteindre ses 7 titres d'affilée, ses épopées en Coupe d'Europe, avec une équipe de guerriers. Mais j'avais dit à un moment donné, il faut pas mourir sur scène, Monsieur Aulas, comme Molière. Il faut savoir se retirer avec les honneurs et pas faire comme Molière, revenir, mourir sur scène ou d'autres personnes historiques qui sont revenues une seconde fois de manière tragique. Voilà, et c'est souvent, je vais faire une petite allusion à Karl Marx, que je cite toujours un philosophe. Karl Marx, dans son 18 Brumaire, avait dit l'histoire se reproduit toujours deux fois. La première fois de manière tragique, la deuxième fois de manière comique. Je pense que voilà le déclin de l'Olympique Lyonnais, l'acte 2 de Jean-Michel Aulas après la montée et l'ascension du Mont Blanc, qui a été magnifique et qui a pris du temps, mais c'est une vraie construction, hein, pierre par pierre, aura été un chemin de croix, de descente aux enfers, après avoir admiré le haut du sommet. On a une véritable chemin de croix, une déconstruction, avec ce maudit stade, j'emploie bien ce maudit stade, et la folie des grandeurs qui s'en est suivie. J'ai beaucoup entendu les supporters parler de Bruno Chéroux, de Monsieur Ponceau, des joueurs à dégager, surtout les bagons avec leurs actions ciblées. Il y a un homme qui est épargné depuis des années, et on le connaît. C'est Jean-Michel Aulas. J'avais dit que c'était l'alpha et l'oméga de l'ascension de ce club, et il est l'alpha et l'oméga de sa chute. Pourquoi diable les supporters et les clubs de supporters l'épargnent à ce point? J'ai rien contre lui personnellement, je trouve qu'il a fait des choses formidables, mais à un moment donné, il y a un manque de lucidité de sa part. Je m'en moque de ses déclarations, je vais y revenir une minute, mais j'en parlais avec Thomas. Thomas il me dit pour toi, c'est pas Ponceau et Chéroux les responsables. Je dis pourquoi? Eux, ce sont des employés, des collaborateurs. Ils peuvent faire des erreurs, évidemment, et tout le monde en fait. Mais ils sont quand même sous un management et un champ de responsabilité qui incombe à Monsieur Aulas. Je vais vous citer la déclaration de Jean-Michel Aulas, qui a fait polémique, mais bon, finalement, elle confirme ce qu'on pense. Pourquoi ça fait polémique alors qu'on connaît? Il a toujours défendu l'institution, ses joueurs, désormais il défend ses dirigeants, et au moins il a fait son coming out, c'est-à-dire Thomas dit il n'aime pas les supporters Jean-Michel Aulas, et il a raison. Les supporters qui sont l'essence d'un club, parler au peuple Reds de Liverpool ou au peuple phocéen de Marseille, ce sont, enfin je cite vraiment des exemples, voilà, ce sont eux les dirigeants. J'estime toujours qu'une charge aussi prestigieuse et honoreuse soit-elle, honorifique pardon soit-elle, n'est qu'une charge. Vous savez, en latin on dit la caritas. Chez les Romains, la caritas c'était quelque chose de subi. Une charge, c'est pas un graal. Une charge, c'est un fardeau. Quand vous êtes président, roi, monarque et tout, ou quand vous étiez empereur de Rome ou César, c'était pas un don, c'était un sacrifice de sa personne. Et c'est vrai que les premières années, Jean-Michel Aulas a fait beaucoup de sacrifices. Il a apporté sa vision, sa justesse, son analyse économique, son analyse stratégique pertinente.
il était quand même le roi le plus débrouillé. C'est quelqu'un qui est un roublard. C'est un roublard, Jean-Michel Aulas. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé. Un peu de lobbying à droite, à gauche. Il était très, très roublard. Mais roublard avec des Jean-Louis Trio, des Gervais Martel, des Gérard Bourgoin, c'est pas être roublard avec Nasser El-Khelaifi, les patrons russes de Monaco, Ineos, avec des gens qui ont une vision stratégique quand même bien supérieure et beaucoup plus internationale que notre vision provinciale. Le monde a changé et la zone dans laquelle on évoluait est beaucoup plus large et beaucoup plus professionnelle. Fondamentalement, c'est pas nous qui avons changé avec le stade, c'est que les autres ont changé. Nous, on est resté sur notre mécanique de vie, enfin plutôt Monsieur Aulas, parce que nous, on n'est pas grand-chose, les supporters, et sa dialectique et sa rhétorique sont toujours les mêmes. Alors voilà, je vais vous en citer un passage. Après la défaite contre Strasbourg, nous avons 2 dirigeants qui travaillent jour et nuit pour le club, donc Monsieur Chéroux et Monsieur Ponceau. Je ne peux pas accepter cela, donc l'attitude des supporters. Notre club souffre en ce moment, il ne faut pas, à chaque fois que l'on prend des initiatives, on se retrouve face à des supporters qui sont très méchants par rapport à des gens irréprochables. Donc ça veut dire que les supporters, qui font quand même vivre économiquement le club par leurs droits télé, l'entrée au stade, les maillots, n'ont pas à critiquer des dirigeants, à quand bien même on échoue. Drôle de conception d'un sport populaire. Mais de toute façon, l'institution a toujours été... Maintenant, c'est très très clair, comme dit Thomas, il s'en moque de ma chaîne. Il a beau avoir 15 000 abonnés, il viendra pas. Mais il viendra pas plus sur les chaînes concurrentes, je les cite pas, je les connais pas non plus spécialement. Il viendra que sur des médias officiels et des chaînes de supporters qui existent. C'est comme les influenceurs, on n'aime pas TikTok, on n'aime pas YouTube, on n'aime pas. Vous êtes là à écouter. Il y a quand même 15 000 abonnés sur la chaîne de Thomas, il y en a 5 000 sur une autre, 7 000 là à droite à gauche. Qu'est-ce que ça coûte à Jean-Michel Aulas de venir s'expliquer, mais même enregistrer, comme dit Thomas, quelques minutes, mais même ne serait-ce que quelques minutes avec Thomas. De faire 5 minutes comme ça, salut les supporters, on est ensemble, j'aime bien votre chaîne, ça coûte que dalle. Mais les supporters, c'est en dessous de l'institution. C'est vraiment qu'à Lyon qu'on voit ça. Parce que le souci qu'on a, c'est qu'il est Dieu le Père. Il a repris un club quasiment comme Dieu. Avant lui, il n'y avait rien. Et après le 7e jour, il a créé tout. Donc, en fait, les supporters, c'est limite, ils sont agrégés grâce à Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais. Et cette notion d'omnipotence et d'omniprésence qu'il a, donc tout puissant et tout présent, en fait, nous, on n'est rien. On n'est rien. Mais dans les belles années, quand ça poussait à Gerland, pour un coup franc de Juninho, un but à l'arrache de Govou, de Winter, de qui vous voulez, de Malouda, ils étaient quand même bien contents qu'il y ait 40 000 personnes qui blindent le stade. Nous aussi, on était contents. Mais pour aller voir un 9e de Ligue 1 avec des joueurs qui mâchent des chewing-gums et qui marchent sur un terrain, il est quand même bien content qu'il y ait même ne serait-ce que 30 ou 40 000 personnes qui viennent, qui payent. Parce qu'un stade vide, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Donc l'institution est au-dessus, les supporters sont en dessous, même dans les moments difficiles. Et après, par contre, ils demandent, nous, on va faire bouger les choses, il va y avoir des mouvements significatifs, mais patati patata, les supporters, il faut que nous ayons avec nous les supporters. Attends, 95% des supporters de l'OL ne veulent plus voir ses dirigeants. Ils critiquent des joueurs ciblés, bon. Toko Ekambi, Monsieur Aouar, Monsieur Thiago Mendes, enfin, bon, ça c'est un choix, mais moi je suis d'accord avec eux. Mais... Donc à un moment donné, on peut pas dire, vous n'avez pas le droit de critiquer les supporters. En gros, Monsieur Ponceau et Monsieur Chéroux. Mais en même temps, on a besoin de vous. Non, mais non, ça marche pas ça. Non, ça marche pas. On peut pas donner les bons points et les mauvais points. Voilà. Donc ça, c'est une vision, moi je dis à Thomas, non mais attends, à un moment donné, s'il y en a un qui doit partir du club et un seul, bon maintenant en plus il a vendu, donc très bien. Moi j'allais dire en août 2021, il faut qu'il parte. Mais je le pensais déjà avant, ça fait quelques années que je le pense. Ça fait quand même depuis près de 2013-2014 que je le pense, avec les échecs Gourcuff, les échecs machin, tous les échecs s'accumulent, c'est pas... Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est une résultante. J'en parlais à un jeune supporter de l'OL qui a une vingtaine d'années, il me dit « Moi, mes Gourcuff, je vois pas trop. »
J'ai dit, mais Gourcuff, c'est un mec qui a passé 5 ans à l'infirmerie, qu'on a payé 26 millions d'euros. Tu t'en souviens pas? Il me dit, ah non, je suis trop jeune et tout, machin. Je dis, mais c'est pas d'aujourd'hui que ça déconne, ce club. Ça fait depuis 2009 que ça déconne, ce club. 2008, l'arrivée de Puel. Depuis, c'est un long chemin de croix, ce club. C'est un long chemin de croix. Voilà. Donc, tout se concorde. Les résultats sportifs se concordent. Je vais vous donner un exemple. J'ai retrouvé des petites choses. Monsieur Aulas nous dit que Monsieur Chéreau est un dirigeant, alors attendez, je vais vous retrouver le terme, je vous l'ai dit il y a une minute, deux dirigeants qui travaillent jour et nuit, et puis d'ailleurs qui ont toute ma confiance. D'ailleurs, voilà, je vais vous dire quand même quelque chose qui est assez dingue. Il dit, c'est le jeu des supporters, mais quand ils attaquent des dirigeants exemplaires, Vincent Ponceau et Bruno Chéreau. Alors Bruno Chéreau, il est arrivé pour remplacer Florian Maurice. Très bien. D'ailleurs, Florian Maurice qui rencontre un grand succès à Rennes. En juillet 2021, suite à des désaccords ou une distance avec Juninho, donc le directeur sportif, en l'occurrence, il a quand même été rétrogradé. Et il me semble que le président, il s'appelait Jean-Michel Aulas, à moins qu'il soit complètement amnésique, monsieur Aulas, mais comment il peut appeler, enfin, je vous le demande, comment on peut appeler Bruno Chéreau un dirigeant dit exemplaire, alors que sous sa présidence, il y a environ 2 ans, il a été rétrogradé en juillet 2021, donc il y a 1 an et demi, parce qu'il ne s'entendait plus avec Juninho. Et Juninho a pris la responsabilité du recrutement masculin. Il est arrivé 1 an avant, donc après le départ de Florian Maurice, il était responsable du recrutement masculin et féminin. C'est une vérité. 1 an après, suite à des dissensions avec Juninho, il se retrouve amputé de la responsabilité du recrutement masculin. Alors à moins d'être complètement amnésique ou schizophrène ou je sais pas quoi, comment il est possible que M. Aulas trouve M. Chéreau excellent alors que ce dernier a été rétrogradé hiérarchiquement? Non mais, je demande juste. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Ensuite, M. Juninho part, en décembre 21, donc 6 mois après. Alors M. Chéreau, lui, il a rien demandé, moi je le connais pas, voilà. Il se retrouve de nouveau, alors cette fois-ci plus responsable, mais directeur du recrutement. Donc, vous allez me dire, c'est une brouillée avec Juninho. Enfin non, il y a quand même un patron au-dessus, un employeur, qui dit, ok, lui, Juninho récupère ça, toi, je t'enlève les masculins, ça te dérange pas, Bruno? Ah non, ça me dérange pas. Bon, si, ça le dérange, évidemment. Se faire amputer du recrutement masculin parce que Juninho, il ramène ses petits prototypes brésiliens. Non mais, il y a une divergence de point de vue, mais comment il est possible qu'on trouve ce dirigeant exemplaire? Bon, peu importe, voilà, bon, c'est juste un constat, c'est implacable. J'ai un autre exemple. Est-ce que M. Ponceau et M. Chéreau partagent la même vision sur un cas? Juste un cas. Je vais vous parler du départ de Lucas Paqueta. Je vous cite sur le site Olympique Lyonnais, le 10 août 2022. Bruno Chéreau, Lucas Paqueta est un joueur exceptionnel. C'est le numéro 10 du Brésil et un des meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est un mec qui va nous faire gagner des matchs. C'est certain qu'on aura plus de chances d'être dans nos objectifs avec lui, mais il y a aussi une logique économique. Pour le moment, on n'a pas encore eu d'offre, cette offre, pardon. On est content qu'il soit encore là. Vous avez bien entendu. C'est sur le site Olympique Lyonnais, ol.fr, 10 août 2022. Bruno Chéreau, responsable du recrutement. Vous avez bien entendu, Pour le moment, on n'a pas eu cette offre économique, donc il est très content, lui, il veut le garder. Il veut le garder, Il veut garder Paqueta, le 10 août 2022. Vous écoutez bien les dates, 10 août 2022. Le responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais veut garder. Lucas Paqueta, un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Par contre, il dit qu'il y a une logique économique, et on n'a pas encore eu d'offre d'un club le concernant. Il le dit. 16 septembre 2022, Vincent Ponceau, directeur du football. Sur le départ de Lucas Paqueta. Autre version diamétralement opposée. Vous la connaissez. Je prends l'article. Il y a un aspect économique et un autre de savoir si le joueur veut faire partie du projet ou non. On dit que le changement par rapport à l'année dernière était d'avoir des joueurs impliqués dans le projet. Il faut avoir envie de rester avec Lucas. On a eu des discussions en mars, en avril et même pendant l'été, parce qu'il n'y avait pas forcément les clubs qu'il espérait.
Mais sa position a toujours été très claire, il souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ. Je pense qu'au milieu, on a toutes les qualités pour performer. À partir du moment où il s'est mis d'accord avec un club, même si on espérait un plus grand club, vous écoutez bien, même si on espérait un plus grand club, hein, c'est ça qui est bien quand même à noter, on est entré dans la discussion et on a voulu au mieux défendre l'intérêt économique de l'OL. Il a été très clair et sa position n'a jamais changé avec l'arrivée de John Textor. Un peu plus loin, il dit que 2 joueurs s'inscrivent parfaitement dans le projet Olympique Lyonnais et se sont investis, c'est en l'occurrence Maxence Cacré et Malo Gusto. Donc, alors on se souvient tous, et j'avais fait un édito d'ailleurs en râlant, en disant que c'était n'importe quoi cette version. La preuve, c'est que Monsieur Chirou n'a pas du tout la même version, et qu'il est juste responsable du recrutement. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il y a une logique économique, et il le dit à la fin, il dit « Moi je veux le garder ce joueur, je veux le garder, je suis content s'il est avec moi ». Ça c'est Bruno Chirou, et je pense qu'il est clairement sincère. Mais on a une logique économique, donc clairement on n'a pas les pépettes. Hein, et puis s'il y a une offre qui arrive, on sera bien obligé de l'accepter parce qu'on n'a pas de thunes. Mais c'est tout. Et on le sait très très bien. Et Monsieur Ponceau dit que ce mec, il a toujours voulu se barrer. Que limite, c'est un mercenaire. C'est vrai qu'il s'est barré à 3 journées de la fin du championnat. Excusez-moi, on le sait très très bien ce qui s'est passé. Il est parti à 3 journées de la fin du mercato, pardon. Et il a quand même été, excusez-moi du peu, pendant l'été 2022, capitaine dans les matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais. Je dis ça, j'ai rien dit, je crois que c'était contre Kiev. Un joueur qui n'est pas impliqué dans un projet, j'ai du mal à concevoir que son entraîneur puisse le mettre capitaine. Moi, j'ai jamais entendu Lucas Paqueta avoir des envies d'ailleurs. Alors après, il était régulier sur un terrain. Parfois, il y a de la magie, parfois, on le voyait moins. Mais honnêtement, à part me dire qu'on l'a poussé dehors, je vois pas la logique, parce que Monsieur Chirou dit lui-même qu'il était très content de l'avoir et qu'il souhaitait le garder. Comment on peut avoir 2 versions si différentes entre le 10 août de la part du directeur du recrutement et mi-septembre de la part de Monsieur Ponceau? Tout mettre sur le dos du joueur, spécialité lyonnaise. Peut-être qu'il avait des envies d'ailleurs, parce que c'est vrai que terminer 8ème de Ligue 1, c'était peut-être pas son fort. Mais en tout cas, s'il avait des envies d'ailleurs, ça fait longtemps qu'il serait parti. C'est surtout que l'Olympique Lyonnais attendait beaucoup d'argent, une énorme offre, et elle est venue de West Ham. Et on a dit aux joueurs, c'est dans ton intérêt de partir mon coco, sauf qu'aujourd'hui, il végète 17ème de Première Ligue. Un joueur de ce talent. Tout en étant titulaire avec l'équipe du Brésil, quand même, au passage. C'était pas son intérêt de rejoindre West Ham, même s'il gagne un peu plus d'argent. D'ailleurs, reprenez l'interview de Monsieur Chirou, on est très content de l'avoir, il est numéro 10 du Brésil, c'est l'un des meilleurs joueurs, on est très content de l'avoir. Mais, alors vous allez me dire, oui, mais Paqueta, on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit aux dirigeants. Mais pourquoi M. Chirou il aurait dit ça? Ça tient pas debout. Ça tient pas debout une seconde. Ça tient pas debout. M. Chirou, il dit, je suis très content de l'avoir, mais il y a une logique économique. Donc, en gros, c'est avec. Mais c'est pas la peine que M. Ponceau nous fasse une déclin en le défonçant, alors que ça a été un super joueur. Mais nous, on le prend super mal, les supporters, quand on voit la sortie de Monsieur Ponceau. On se dit, bon, donc, en gros, c'est ça, Paqueta, c'est un putain de truand. Bon, voilà, en gros. Bon, ce qu'il est au milieu du repêchage, c'est que la plus-value pour Olympique Lyonnais, elle est quand même sensible et énorme, comme avec Guimarães, et qu'on sait très bien que le club est criblé de dettes. Voilà. Donc après, Monsieur Aulas, il va vous dire, on a 2 dirigeants exceptionnels, mais ils tirent pas dans le même sens. Ils tirent pas dans le même sens, tous ces gens. Et Monsieur Aulas, lui, il tire où? Son sens, c'est où? C'est un 3e sens. Voilà, moi c'est... Vous comprenez mieux avec cet édito, enfin j'espère, voilà, pourquoi on n'est que 9e et pourquoi demain on sera 12e. Alors je vais peut-être pas aller jusqu'à rejoindre l'idée d'Antoine de Madagascar, qui était d'ailleurs très très drôle en disant projet Ligue 2. Quelque part, c'est pas vraiment faux, parce que vendre Guimarães et Paqueta, et surtout vendre Paqueta à 3 journées de la fin d'un mercato, c'est indiquer vraiment aux autres qu'il n'y a pas de projet sportif. Il n'y a pas de projet sportif. C'est pas possible de dire l'inverse. Donc je vous ai sorti l'exemple Paqueta, je vous ai sorti l'interview de Jean-Michel Aulas, mais c'est facile parce qu'avec Monsieur Aulas, je peux trouver l'interview qui démontre à chaque fois l'inverse de ce qu'il dit, et Monsieur Ponceau pareil. Systématiquement, il y a l'inverse qui se produit. Ils vous sortent des trucs, nous c'est l'ADN lyonnais, machin. Alors là, ça c'est vrai, l'ADN lyonnais, il l'a défendu. Maintenant, ce qui compte, c'est que Malo et Maxence en septembre, eux, ils sont vraiment dans le projet. Ben non, c'est surtout qu'en fait, t'as pas d'offre pour eux. C'est ça vraiment que t'as pas d'offre. Donc si tu pouvais aller fourguer 50 millions à Manchester United ou à la Juve, tu l'aurais fait. C'est vraiment cynique.
C'est le calcul permanent. C'est tout ce qu'on n'aime pas, nous, les supporters. C'est vrai que Paqueta, quand j'ai vu comme il s'était fait déchirer par Monsieur Ponceau, alors que franchement, il nous a foutu des étoiles plein les yeux, tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et c'est comme Bruno Guimaraes, personne ne s'attendait à ce qu'il parte en janvier, il y a un an, à Newcastle. Personne s'y attendait. Alors lui, tant mieux pour lui, il s'y retrouvait, clairement. Mais non, on s'y est pas retrouvé. Alors, j'ai pas défendu tout le temps Paqueta. Guimaraes, et je m'en excuse si j'ai été un peu dur avec lui, mais honnêtement, force est de constater que perdre 2 joueurs de la CSAO comme ça et voir comme ils se sont fait casser derrière par la direction lyonnaise, franchement, on peut l'avoir que mauvaise, nous les supporters. Alors après, Monsieur Ponceau, faut pas qu'il s'étonne que dans le stade, les mecs ils gueulent parce que mi-septembre, il y a lui il dit que Paqueta c'est un mercenaire qui aime que le blé, qui voulait que se barrer. Limite c'est ça. Non mais je fais un raccourci. Oui, il voulait partir depuis le printemps dernier. Et après, il dit un truc beaucoup plus grave parce que là, j'arrive. Il dit de toute façon, on n'est pas revenu vers lui. Monsieur Ponceau, il dit de toute façon, on n'est pas revenu vers lui. Pour nous, c'était clair. Bon, c'est clair. Si tu lui parles pas, pourquoi c'est clair? C'est clair de quoi? Non, mais non, à un moment donné, c'est pas possible. Voilà. Je vous reprends un petit paragraphe. Donc je vous le ressors, parce que là, c'est quand même des trucs. Je ne vais pas dire que c'est un discours qu'on ne tient pas, car on l'a fait, notamment avec Maxence, car c'était fondamental pour nous, reconnaît Vincent Ponceau. Je ne dis pas que ne l'était pas pour Lucas, mais il exprimait le souhait de partir, il voulait aller en première ligue, et on l'a anticipé suffisamment tôt son remplacement. Alors oui, on aurait pu faire cela, mais cela n'a pas été notre choix. À l'inverse, Maxence, Malo, Castello, donc forcément des joueurs formés au club qu'on va vendre une blinde, on a pris cette position rapidement. Même s'il y a eu des approches pour eux, il y a eu zéro sujet dessus car on était très clair. Et eux aussi, ils voulaient rester. Ah bon, forcément, ils voulaient prolonger déjà pour gagner plus de thunes. Je termine sur Lucas Paqueta quand même. Donc, on a recruté pour anticiper le départ de Lucas Paqueta, et à partir du moment où on s'est mis d'accord avec le club, qui n'était peut-être pas le plus grand que lui et nous espérions, on est entré dans la discussion et on a essayé de défendre au mieux les intérêts économiques du club. Mais on le répète, on veut des joueurs investis dans le projet. Alors depuis mars, Lucas et ses conseillers étaient clairs, y compris dans le moment de l'arrivée de John Textor, et leur position n'a jamais changé. Bon. C'est clairement un truc, le deal, il était fait dans la tête de l'Olympique Lyonnais. C'est pas la peine de dire que c'est que Paqueta. Voilà. Moi, j'y crois pas, cette histoire. Moi, je vois que Monsieur Chirou, il est hyper dégoûté d'avoir perdu Lucas, que Monsieur Ponceau, il est beaucoup moins dégoûté d'avoir perdu Lucas, qu'il a fait du blé. Pour les jeunes joueurs, évidemment, on attend qu'ils confirment, et c'est exactement ce que dit Antoine de Madagascar, on positionne, ou Thomas, il le dit très très souvent, et encore un ton au-dessus, je crois, constant, on positionne des joueurs sur un terrain dans un objectif de vente, et c'est tout. Donc, on veut faire jouer l'ADN lyonnais, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas coûté grand-chose à part leur format. Et si, par bonheur, il y a un club qui est capable de claquer 60 patates sur eux, c'est le deal du siècle. Alors évidemment, ça ne se passera pas avec Oussama Aouar ni avec Moussa Dembélé. C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'ils jouent moins, ou qu'ils sont moins motivés, ou autre. Mais voilà. Donc, à un moment donné, je vous ai sorti le cas Paqueta, je termine. Voilà, j'ai fait long, désolé. La thèse de Monsieur Ponceau, elle tient pas debout. Ils ont foutu Paqueta dehors. D'ailleurs, il avoue clairement, reprenez l'interview, elle dure des pages et des pages et des pages. Il dit à un moment clairement, on n'a pas eu de discussion avec lui. On n'a pas eu de discussion avec lui comme on a eu avec Maxence, Castello et Malo. Parce que l'objectif, c'était de revendre un joueur qui a acheté 20 millions, qui est en équipe du Brésil, et de le revendre. Voilà. Sauf qu'en vendant un mec comme ça et Guimaraes, vous n'aurez jamais de résultat. Et c'est pas avec des gamins sur un terrain que vous aurez des résultats. Moi, pour terminer en un mot, l'exigence ne fait plus partie de l'ADN de ce club, comme de tous les grands clubs. Thomas a dit, on a proposé des solutions, et il dit, c'est vrai, et là je le rejoins, entre nous, ce qu'on fait dans les éditos ou la chaîne, et la réalité, il y a un monde. Oui, mais il y a aussi un monde entre ce que fait l'Olympique Lyonnais et les grands clubs. Et vous savez, avoir des idées, ça coûte pas cher. Regardez ce qui se passe au Bayern Munich. Regardez ce qui se passe à City. Regardez ce qui se passe à Newcastle. Vous allez dire, ouais, mais ils n'ont pas le même fric. Oui, mais c'est pas avec 4 scouts qu'on va recruter. Il me semble qu'à un moment donné, on avait un certain Marcello qui écumait l'Amérique du Sud. Ah ouais, ça vous dit quelque chose, ça? C'est lui qui a trouvé Juninho. Je m'étais amusé à faire un petit calcul. À l'époque, je crois qu'on avait 8 joueurs sur 11 de l'équipe qui a gagné beaucoup. Diarra, Juninho, Malouda, Abidal, Edmilson, Thiago de Chelsea, le portugais. Qui est-ce que j'avais d'autre? Chris.
Et Juninho, j'avais 6 ou 7 joueurs pour le même prix que Romain Fèvre et Jean-Fred Adélaïde. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas le même business. Bah forcément, c'est pas en cherchant pas qu'on va pas trouver. On ne cherche pas les joueurs. Ni en Crète, ni en Grèce, ni en Turquie, ni en Suède, ni en Norvège, ni au Brésil, ni en Argentine. On ne cherche pas. On n'a pas de filière, on n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau, on a 4 mecs. On n'a pas de réseau. On est complètement centré sur la France. On n'a pas de réseau. Le club ne travaille plus. Regardez ce qui se passe dans de bons clubs, même allemands. Comment ils bossent? Ils payent pas forcément des blindes les joueurs. Regardez comment ils font sortir des joueurs. Ça a été la philosophie de l'Olympique Lyonnais de Porto pendant des années. C'était comment est-ce qu'on trouve des très bons joueurs à moindre coût. Et on les fait progresser en constituant un très bon 11. C'est pas en ayant les meilleurs joueurs du monde qu'on a fait ça. C'est en allant détecter des opportunités. Vous preniez des Wiltord qui revenaient gratos d'Arsenal. Vous preniez des jeunes du centre de formation comme Govou. Vous preniez quelques petites recrues à droite à gauche sympathiques et tout. Puis après, c'est un jeu de négociation. Mais il faut pas non plus partir dans des prix où on ne maîtrise rien. Romain Fèvre, ça vaut pas 15 millions d'euros. René Adélaïde, d'ailleurs, qui avait dit qu'il voulait se casser de ce club. Il l'a dit, j'attends toujours ses excuses, qu'il avait aucun avenir à l'OL. Quand on a pâté 20 millions d'euros sur un mec comme ça, après il s'est blessé, mais il n'a jamais présenté d'excuses. C'est 20 millions foutus en l'air. Moussa Dembélé, 20 millions. Gourcuff, 26 millions. De toute façon, vous pouvez additionner. Après, il faut vendre des Paqueta. Donc après, la logique, il n'y a pas d'exigence sportive. Il n'y a pas de recrutement vraiment sérieux. Il n'y a pas d'objectif. Donc après, Peter Bosz a raison. Peut-être que les joueurs, ils font ce qu'ils veulent finalement. Donc, la Ligue 2, on en voit pointer à l'horizon. À ce rythme-là, on va y arriver. Évidemment. C'est pas possible que ça soit autrement. Voilà, j'ai fait très très long. Moi, personnellement, je vous ai sorti un exemple avec Paqueta, le départ à l'arrache de Paqueta dans un club. On lui a dit, ce serait bien que tu ailles voir ailleurs mon pote, et vous avez le discours de Ponceau, vous avez le discours de Chirou, qui sont pas les mêmes. On peut pas dire qu'on a des dirigeants, même s'ils travaillent jour et nuit, de toute façon, ils travaillent pas dans la même direction. Ils ne travaillent pas Il y en a un qui travaille sur l'économique, il y en a un qui travaille sur le sportif. Ils peuvent pas s'entendre, les mecs. Je parle pas du travail, c'est bien, c'est pas bien ce qu'ils font. Je parle même juste sur un exemple de vision. Ils ont même pas la même vision, les mecs. Et qui est-ce qui dirige tout ce beau monde? C'est Monsieur Aulas. Et Monsieur Aulas, il considère que les supporters, c'est en dessous de l'institution. Tant que ça restera comme ça, et comme il dit Thomas, les supporters, ils ont peut-être un peu, même vous, droit au chapitre. Alors c'est pareil pour les éditos. Je vois maintenant qu'il y a des éditos de Giuliano, d'Étienne, mais c'est tant mieux. J'ai pas la même vision, on n'a pas la même vision, c'est complémentaire. On a chacun notre vision. Tout le monde peut en faire des éditos. Moi, j'ai ma petite parole à moi. S'il y a un autre qui a sa parole, au lieu de mettre dans les commentaires qui demande à Thomas un édito, Thomas, il fait l'édito. Il n'y a pas de souci. C'est open. Moi, je dis juste que, à mon avis, vu l'exemple que j'ai cité sur Paqueta, celui qui doit de toute urgence partir, ce qu'il a fait son temps, et sa vision, elle marche plus, c'est Monsieur Aulas. Et ça pourra pas être pire. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.